Bonjour, l'actualité. Aujourd'hui, le marché automobile donne des vrais signes de reprise. D'abord parce que les ventes véritablement progressent. On va passer les 2 millions de ventes sans doute sur l'année si on garde le même rythme. Et surtout, la production aussi progresse. On vend, il y a du volume. Les prix sont pas cassés. On a des niveaux de marché correspondant aux belles années avec des primes à la casse. Seulement, il n'y a pas de prime à la casse. Voilà. Donc là, on a un élément, une raison de se réjouir a priori. On va en dire un mot. Tout en faisant notre petit coup d'œil mensuel sur la météo du business. Après, il y a le Brexit. Alors, il y a plein de choses autour du Brexit. Le Boris Johnson qui renonce à devenir Premier ministre. Le grand désarroi en Grande-Bretagne, grand désarroi même au niveau européen. La Banque d'Angleterre qui s'apprête probablement à baisser ses taux pour pallier un choc négatif sur l'économie britannique. Et puis, les marchés qui, on peut le dire pour l'instant, ont à peu près effacé la semaine de stress. Bon, après, il faut regarder sur plus longtemps qu'une semaine. Mais enfin, ce sont quand même des éléments. Et on va poser les questions profondes qu'il y a derrière tout ça. Est-ce qu'on est face à un mouvement de fond où les peuples sont véritablement en train, pays par pays, de régler leurs comptes avec leurs élites? C'est vrai qu'il y a eu des changements de position assez marquants de la part de grands organismes type OCDE, type FMI, 3 experts du FMI qui ont un peu fusillé dans un rapport récent le libéralisme, l'OCDE qui dit bon là maintenant faut y aller, faut faire de la relance, quitte à emprunter peut-être, c'est pas cher, profitons-en. Voilà, ce sont des discours qui n'étaient pas les discours qu'on entendait il y a quelque temps. Donc face à la panne de croissance, comment fait-on? Parce que c'est véritablement ça la question de fond. On dira aussi un mot de la pénibilité, puisque le patronat, vous avez vu, fait la grève de la pénibilité. Bonjour Philippe Deljury. Bonjour Nicolas. De Météo Job qui, comme chaque mois, avec Booster Academy, signe le premier vendredi du mois ce qu'on appelle la météo du business depuis au moins 2 saisons, voire 3e saison peut-être. Et c'est une enquête réalisée au plus près du terrain, auprès de ceux qui font véritablement tourner l'activité, c'est-à-dire les commerciaux. Les gens qui ont des produits à vendre, des clients à trouver, des factures à établir et qui doivent se faire payer. On a vu un très bon cru avec Evelyne Platnik de Booster Academy le mois dernier, qui était vraiment très différent en termes de climat de ce qu'on avait pu connaître. Donc, ce mois-ci, Philippe, est-ce que vous nous annoncez? Bon, d'abord, c'est la fin du premier semestre. Donc, pour les commerciaux, c'est important parce que c'est généralement un point d'étape par rapport aux objectifs et donc à des primes éventuelles. Ce qu'on constate, c'est que d'un point de vue des indicateurs, on est à peu près sur la même tendance que le mois dernier. Mais simplement, on voit une tendance assez paradoxale, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des gens, quand on leur demande quel est le bilan pour vous du premier semestre, c'est-à-dire est-ce que ça a été positif, négatif, on a 2/3 des gens qui nous répondent que c'est plutôt négatif. Donc ils sont pas très satisfaits à titre individuel du semestre qui vient de s'écouler. En revanche, quand on leur demande, donc ça c'est un sentiment de la situation et du contexte. Et quand on leur demande ressenti général. Voilà. Mais quand on leur demande est-ce que vous avez atteint vos objectifs, alors là il y en a 2/3 qui nous disent oui on les a atteints ou dépassés. Donc, vous voyez, il y a une sorte de frustration un petit peu, de dire on aurait aimé que ça faire plus, si vous voulez, que ce qu'on a fait. En fait, le bilan n'est pas si mauvais. Donc le bilan n'est pas si mauvais, mais c'est plutôt un sentiment, parce qu'on essaye de mesurer depuis quelque temps, parce que c'est vrai qu'on a des signaux un peu contradictoires entre d'un côté, on entend des messages qui viennent d'en haut, qui nous disent que le contexte va mieux, certes, et de l'autre côté, sur le terrain, on a quand même, surtout pour les petites et moyennes entreprises, qui sont pas nécessairement à l'export, des difficultés. Ça reste compliqué. Il suffit de voir, je sais pas, par exemple, le démarrage des soldes, qui est aussi un petit peu compliqué. Et donc là, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait, moi j'ai re-regardé les chiffres de janvier où on avait demandé aux gens mais comment vous voyez l'année 2016, et on avait une tendance importante où les gens étaient très optimistes sur l'année 2016, et donc là il y a une sorte un petit peu de frustration de pas faire plus que ce qui avait été promis en fait dans le climat général. Voilà. Écoutez, on va passer l'été. On va voir comment se dessine l'automne, mais bon, c'est plutôt bon quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Merci Philippe Deljury, donc de Météo Job pour la météo du business, chaque premier vendredi du mois dans Les Experts 9h-10h sur BFM Business. On vous retrouvera. Je sais pas si on aura une session en juillet. On va faire ça probablement à la rentrée. Hein. Ouais, à la rentrée. Ouais. Voilà. Charles Gave, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président de Gave Cal Research. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment L'État est mort, vive l'État chez Bourrin Éditeur, ou Libéral mais non coupable chez Bourrin Éditeur. Tiens, on va dire un mot du libéralisme sûrement dans cette émission. Éric Ayer, bonjour. Bonjour. Directeur à l'OFCE, et Laurent Vronsky, bonjour. Bonjour à tous. Directeur général d'Ervor, vice-président de Croissance Plus.
Bon, l'automobile, là, c'est solide, parce que je vais pas redonner tous les chiffres, mais les ventes, les volumes, les prix non cassés, la production qui reprend, ça va mieux, Eric. Ça roule, on pourrait dire. Ça roule, ça roule. Non, mais effectivement, on peut même en tirer un peu des conclusions macroéconomiques. Hein. Enfin, en plus, c'est un peu plus un domaine. Marché, oui. Oui, c'est un gros marché. Et puis alors surtout, d'abord, on peut regarder les raisons et après quelques enseignements. Les raisons, il y a, comme d'habitude, à chercher du côté de l'offre et de la demande. Vous voyez, du côté de la demande, effectivement, les taux d'intérêt qui sont bas, ça aide. Le pouvoir d'achat qui s'améliore à la fois parce que le prix du baril a chuté, et puis parce que, enfin, vous voyez, l'ACOSS, la Caisse de la Sécurité Sociale, nous a indiqué que au cours du premier trimestre de cette année, on a créé 76 000 emplois. Vous voyez qu'on est aujourd'hui sur des rythmes de quasiment en annuel 300 000 créations d'emplois en France. Donc, vous voyez. Brut, hein. Non, net. On était sur 82 000. Oui, mais sur le premier trimestre 2016. Mais économie marchande, enfin tout confondu. Non, que dans le secteur marchand. Donc effectivement, l'INSEE nous dit au premier trimestre qu'il y avait plutôt 40 000. L'ACOSS nous dit attention, non. Eux, vous voyez, l'ACOSS, oui, je vois, non, mais très bien, mais c'est sur une dynamique 3 fois supérieure à la dynamique 2015. Hein. Eh ben oui. Mais donc vous voyez qu'il y a des créations d'emplois qui sont extrêmement fortes. Et donc, alors après, ça nous dit rien sur la qualité de l'emploi. L'ACOSS nous dit que c'est essentiellement des CDD assez courts, mais bon, c'est tout de même des créations d'emplois assez nettes. Donc ça veut dire que tout de même, quand il y a des créations d'emplois, il y a un pouvoir d'achat qui s'améliore. Donc du côté de la demande, ça va mieux, et du côté de l'offre aussi, ça va mieux parce que, globalement, le CICE commence à produire ses effets, et parce que l'euro, faut le rappeler, l'euro en 2014, entre 2014 et aujourd'hui, il y a à peu près 10% en moins. Donc, vous voyez, il y a des accords de compétitivité ont peut-être joué un peu aussi. Parce que PSA, Renault ont tous les deux noué les accords de compétitivité. Et alors, ensuite, il y a des accords de compétitivité. Donc, vous voyez que c'est à la fois de l'offre, de la demande, ça c'est les raisons. L'enseignement, il y a pour moi 2 enseignements à tout cela. Le premier enseignement, c'est qu'il faut être un tout petit peu patient dans les politiques économiques. C'est-à-dire penser que lorsque le prix du baril baisse, tout de suite la consommation repart, ou quand on fait un choc de compétitivité comme le CICE, tout de suite la compétitivité repart. Non, il y a souvent du décalage. Nous, ce qu'on montre, c'est que sur un prix du baril, il faut à peu près 1 an avant que ça se ressente. Et puis sur le CICE, il faut du temps. Le deuxième enseignement, qui me paraît aussi extrêmement important, c'est de se dire, tout ce quinquennat de François Hollande a été traversé par l'idée que on ne pouvait pas, aujourd'hui en France, le tissu productif en France était complètement à plat, et que s'il y avait un tout petit peu de consommation, ça allait partir en commerce extérieur, dans le déficit, et que ça n'allait pas nourrir la production en France. Or, oui, ce que nous dit bien ces chiffres d'aujourd'hui sur l'automobile, c'est que quand la consommation d'automobile repart, la production d'automobile repart. Donc tout n'est pas cassé en France, et que, me semble-t-il, l'erreur de ce gouvernement a été de trop miser sur la politique de l'offre et sans faire un équilibre entre politique de l'offre et politique de demande. C'est les deux qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'idée de se dire on va faire un choc sur l'offre énorme, mais financé par les ménages, donc financé par des hausses de fiscalité trop importantes, pendant 2 ans, c'est mon diagnostic, 2014-2015, on a un peu payé cette politique-là, et aujourd'hui, le choc d'offre l'emporte sur le choc de demande, et donc ça repart. C'est ça l'enseignement macroéconomique. On n'a pas totalement abandonné la demande, puisqu'on sait bien que, d'ailleurs, vous l'avez constaté au LFCE, une partie du CICE est venue nourrir des hausses de salaire, donc automatiquement vous avez un effet de demande. Le problème, alors oui, d'accord, c'est vrai que ça a été un peu commencé. Le problème, c'est que l'augmentation de salaire a été, vous voyez, normalement la demande, il faut surtout soutenir plutôt les bas revenus. Donc là, vous voyez que c'est plutôt des personnes qui étaient sur le marché du travail, qui avaient plutôt des salaires élevés, qui ont vu leur salaire augmenter par des primes. C'est peut-être pas la meilleure façon de relancer par la demande. Bon, rapidement sur ça va mieux, parce que c'est quand même un peu la phrase du premier semestre. Laurent Wronski, en plus vous revenez d'un grand salon, le salon, c'est la grand-messe du nucléaire mondial qui se tenait tout près de chez nous. Là. Au Bourget, absolument. Au Bourget. Et puis la semaine dernière, nous étions à la grand-messe de la production d'énergie, notamment de la production d'électricité à Milan. Ce sont des bons baromètres, tout ça. Donc ce sont des très bons baromètres, ce sont des salons qui sont résolument internationaux. C'était, je dis vraiment, le grand rendez-vous mondial de l'énergie sur pratiquement 15 jours. La France, au niveau du nucléaire, a un vrai savoir-faire. Il y a un nombre très important d'entreprises françaises. Mais j'ai envie de dire pour le nucléaire, un petit peu juste un complément d'analyse par rapport à Monsieur Ayer, c'est que au niveau des fabricants automobiles, nous on fabrique aussi des compresseurs avec du métal. Merci la Chine, parce que on l'oublie, mais je veux dire que les voitures sont fabriquées encore avec de l'acier, et que le prix de l'acier s'est littéralement cassé la figure, largement de façon beaucoup plus importante que le pétrole, et ça a donné des marges absolument
fantastique aux fabricants. Nous, on l'a vu au niveau des matières premières. Ça veut dire vive la mondialisation, ça? Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est très simple. Un peu provoquant, mais bon. Quand on parle justement, quand on parle du nucléaire, il faut savoir que dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire demain, 80% du marché mondial de l'énergie nucléaire sera en Chine. C'est-à-dire que à peu près dans un an ou deux, on va construire littéralement 10 centrales nucléaires par an. Donc c'est clair que c'est là-bas qu'il faut être. Quand on voit qui était présent, on avait des stands absolument énormes, et la France a véritablement une carte à jouer. Donc au niveau international, par contre, je serais un petit peu plus modéré, parce que nous sommes, comme vous le savez, plugués sur cette économie mondialisée. On a vraiment des nuages à l'horizon, et on est vraiment, je dirais, sur un terrain relativement chaotique, avec une conjoncture relativement fragile. Et nous, on le voit par rapport aux comportements commerciaux de nos clients. C'est un petit peu un compliment par rapport à ce que disait Philippe Deljury. Les décisions se prennent vraiment très très tardivement, et vraiment quand nos clients ont littéralement un pistolet sur la tempe. Donc moi, je serais un petit peu moins optimiste par rapport aux 24 mois qui vont venir. Vous voyez les atermoiements de la Fed, les atermoiements du FMI, de l'OCDE, les doutes existent. Charles Gave, juste votre réaction par rapport à cette phrase qui est devenue un totem, c'est le ça va mieux là. Quand vous entendez le ça va mieux, alors vous l'attribuez à l'économie, vous l'attribuez aux chiffres, ou vous l'attribuez à François Hollande. Je l'attribue surtout au fait qu'une élection présidentielle est en train d'arriver, non? D'accord, donc c'est purement politique et vous... Purement politique, si vous voulez, je viens dans cette émission 2 fois par an. Un peu plus, allez, 3-4. Peut-être 3 fois si tout va bien. Et j'ai eu l'impression qu'à chaque fois que j'étais ici, on était à la veille de redémarrer, si vous voulez. Il n'y a pas une fois où je sois venu ici, où la France n'était pas à la veille de redémarrer. Donc, je considère que, si vous voulez, on est à plat. Il se passe pas grand-chose. Un coup, un trimestre est bon, un trimestre est mauvais. Les sociétés qui sont bien gérées, qui n'ont pas affaire aux États, gagnent de l'argent et montent en bourse. Les sociétés qui sont mal gérées et qui vendent leurs produits à l'État se pètent la gueule. Et ça me paraît parfaitement cohérent dans un monde où on est géré n'importe comment, quoi. Voilà. On peut quand même pas nier que ça fait pas mal d'années qu'on n'a pas eu autant d'indicateurs dans le vert, mais au niveau macroéconomique. Quand même, Charles Gave. On a eu la croissance zéro, on l'a connue, elle est plus à zéro. La consommation qui avait du mal à redécoller, on l'a connue, elle redécolle. L'investissement qui était complètement je vous donne un exemple. Sous la mer, c'est plus le cas. Oui, mais il y a le Brexit qui vient d'arriver. Oui. Qui met en cause peut-être à terme quelque chose comme l'euro. On en parlera peut-être. Ah ben bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas un chef d'entreprise qui va pas annuler toutes ses commandes, aussi bien en Angleterre qu'en Europe, parce que si vous savez pas dans quelle monnaie vous allez facturer dans 2 ans, vous n'allez pas faire des gros investissements. Il faut pas rigoler. Les types, ils vivent dans un monde d'incertitude, mais il faut pas exagérer. Et comme on a créé un monde d'incertitude monétaire totale, il faut pas s'imaginer qu'ils vont prendre des décisions particulièrement courageuses. Donc, moi, je constate avec intérêt que le capitalisme est plutôt robuste et qu'il résiste même à nos gouvernements, mais il faut pas trop leur en demander, quand même. Vous pensez véritablement que le Brexit peut conduire à la disparition de l'euro et va donc figer tous les choix des acteurs économiques? Oui, le Brexit, si vous voulez, il y a des tas de... Mais ce qui peut se passer, c'est qu'il y a d'autres pays que la Grande-Bretagne qui décident d'avoir un référendum, et que ce référendum soit également positif, ce qui est loin d'être certain, et que ce pays soit dans l'euro. Prenons la Hollande. Et à ce moment-là, effectivement, je pense aux Pays-Bas, et à ce moment-là, le système saute. C'est une certitude. Oui, mais on peut aussi imaginer que finalement, dans 2 ans, on se rendra compte que la Grande-Bretagne a finalement pris le large de l'Europe, que ça a été correctement géré, que ça a été lissé dans le temps. Là, tous les gens s'en vont. L'Italie s'en va, l'Espagne s'en va, parce qu'ils se disent, mais pourquoi je reste dans ce carcan imbécile? Je dois retrouver ma liberté monétaire. Pour vous, le Brexit est une bonne nouvelle, quoi. Évidemment. C'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas photo. Ils n'ont pas l'air d'être tout à fait de cet avis en Grande-Bretagne aujourd'hui. Ils savent pas comment ils vont gérer l'après. Attendez une seconde, là. Parce que vous êtes très aimable de m'inviter, d'ailleurs, parce que je suis tout à fait stupéfait de voir que vous invitez un vieux crétin qui ne connaît rien au monde international. Si j'allie les articles de monsieur qui est vaguement raciste, voire xénophobe... De qui parlez-vous? Je parle, si vous voulez, quand vous lisez les articles de Minck, d'Attali, de BHL, les partisans de la sortie de l'euro, les partisans de la sortie de l'Europe sont des crétins xénophobes. D'accord. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que les Anglais sont sortis de l'euro. Pourquoi? Ils sont sortis de l'Europe, Ils sont sortis de l'Europe parce que l'Europe n'est plus une machine démocratique. Ça n'a plus rien. Le système européen aujourd'hui n'a plus rien de démocratique. La Commission européenne est à la fois
Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir C'est judiciaire. pas nouveau. Pourquoi aujourd'hui c'était pareil il y a 10 ans? Enfin, Parce qu'ils ont perdu le contrôle de leurs frontières. C'est là où se passe le vrai drame, si vous voulez. C'est que les Anglais ont été toujours le peuple le plus tolérant du monde, mais ils laissent rentrer qui ils veulent. L'idée que quelqu'un d'autre qu'eux puisse décider qui va rentrer en Angleterre, je vous donne un exemple qui est ils ont tout quand simple. même toujours été hors Schengen. Les Britanniques, leurs frontières ont quand même été un petit peu maîtrisées. Mais non, parce qu'ils avaient cette obligation Oui, d'accepter tous les types qui étaient du marché commun. Oui. Tous. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme ils avaient pris, du point de vue électoral, la décision de ne pas faire entrer plus de 300 000 étrangers, les 300 000 venaient de Pologne, de Tchécoslovaquie, etc. Ce qui fait qu'ils pouvaient plus pouvaient avoir leur rentrée habituelle, qui venait d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Canada, des États-Unis, parce que ils avaient mis un numerus clausus sur les immigrations. Et donc, ils voyaient rentrer des gens dont ils n'avaient pas vraiment besoin, et ceux qui s'étaient toujours rentrés historiquement, ils pouvaient plus rentrer. Donc, c'est pour ça. Mais vous avez quelque chose qui est en train de se passer, c'est que vous avez, dans tous les pays du monde, une bagarre qui se passe entre ce que j'appelle les gens des arbres et les gens des bateaux. Vous savez, en Polynésie, il y a deux types d'individus. Il y a le type qui est le type de l'arbre, qui cultive son arbre dans son île et qui est très content, et le type des bateaux qui coupe l'arbre, qui en fait un bateau et qui va voir si l'île à côté est pas mieux. Et dans le monde entier aujourd'hui, vous avez les gens des bateaux qui ont pris le pouvoir partout, qui massacrent les gens des arbres, et on est en train d'assister à la révolte des gens des arbres. Bon, on va voir. Alors, j'aimerais réaction de Laurent Wronski à ce que vient de dire Charles Gave. Il y a eu pas mal de trucs, mais déjà sur le fait que vous arrêtez tout parce que vous pensez que l'euro va crever dans 2 ans. Non, moi je partage pas cette opinion. C'est tout à fait votre droit, hein, ça me fait Et pas puis dire. je dis à nous, on a un volant Mettez le d'affaires. micro plus dans mon axe. Oui, on a un volant d'affaires régulier avec l'Angleterre. Ça ne changera pas, ça s'améliorera même. Alors ça, je ne sais pas. Le seul risque, si vous voulez, c'est un risque de change. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'euro continue à avoir un différentiel important, nos prix de facto vont augmenter. Ça, c'est clair. Bon, nous, là, en ce moment, on est en train clairement de soumissionner pour des gros projets en Angleterre. On nous a déjà fait comprendre, enfin pas plus tard qu'hier, hein, et c'était clair dans le texte, que si effectivement la différence de change allait persister, il n'était pas question que le client final les prenne en compte. C'est vous. Et donc, évidemment, c'est moi qui vais les prendre en compte. Bon, mais ça, c'est la vie du business. Maintenant, je peux vous dire que tous les gens que j'ai rencontrés depuis 15 jours, parce que là, j'ai eu un condensé vraiment barométrique international. Donc, j'ai rencontré des gens qui sont dans le business au niveau en Angleterre. Il y avait un stand, il y avait un pavillon anglais cette semaine. Pour eux, ils sont juste catastrophés. Et moi, je pense que... C'est pour ça que quand on dit que c'est une bonne nouvelle, c'est peut-être... moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est une très très mauvaise nouvelle, que ça va encore plus accentuer l'incertitude, ça va sans doute forcer l'Europe un petit peu à se regarder le nombril et à gérer des vrais projets, apporter des vraies réponses sur la fiscalité commune, le budget commun, etc. Je pense aussi que ce référendum, c'était un peu le référendum de l'immigration et d'une question qui taraude beaucoup d'opinion publique en Europe, c'est une évidence. Mais d'un point de vue économique, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle. En tout cas, pour nos partenaires anglais, eux, ils voient ça comme une catastrophe. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'Angleterre ne sortira pas, mais ça c'est une opinion qui m'est toute personnelle. Je pense que on va essayer. Le doute est permis de savoir si l'article 50 Je pense que les politiques ont cette immense qualité d'être des culbutos et qui vont nous trouver un moyen de faire passer le truc par derrière en disant bah écoutez, on s'est peut-être trompé. Enfin bref, ils vont trouver un truc. Moi je ne crois pas un instant que l'Angleterre sortira. J'en suis Mais persuadé. après nous verrons. En tout cas, on va En voir. tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle. Sur le plan économique, Eric Ayer, comment vous voyez là? On est à une semaine, on a l'impression que les marchés ont retrouvé un petit peu de câble. Alors vous pouvez réagir directement à la certitude de Charles Gave sur le fait que c'est le début de la mort de l'euro. Moi je ne sais pas. D'ailleurs, faut-il encore qu'ils sortent de manière juridique, ce qui n'est pas fait, parce que ils ont découvert un peu les Anglais que leur vote était consultatif. Ils pensaient que le jour où ils avaient voté, le vendredi, c'était fait. Ils le savaient tous, mais Ouais, non, on savait pas tout. non. Et Madame Thérèse May, qui sera sans doute la première. Oui, qui elle a dit que si elle était à la tête de l'État britannique, enfin du gouvernement, respecterait la volonté du elle sortirait. Hein. Comment vous voyez le truc là une semaine après en termes d'impact économique? On sent véritablement qu'il y a un risque d'inflation. Et... Ouais, il faut être extrêmement prudent. On ne sait pas dire, hein, très sincèrement. Surtout, nous évaluons souvent par rapport à un choc passé, puisque c'est un choc complètement inédit. On ne sait pas dire grand-chose, donc on est vraiment dans un flou complet. Mais c'est vrai que le seul grand risque, de mon point de vue, c'est le risque d'éclatement de l'Union européenne et de la zone euro. C'est ça le grand risque. Sinon, ça peut être relativement bien maîtrisé. Il va y avoir des turbulences, mais ça peut être relativement bien maîtrisé. Alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Enfin, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Vous voyez, Churchill, dans les années 40, disait si vous demandez aux Britanniques de se prononcer entre l'Europe ou prendre le grand large, ils diront toujours prendre le grand large. Donc, de ce point de vue-là, on peut pas dire qu'il y a eu un manque de démocratie. C'est toujours comme ça. Les Britanniques, d'ailleurs, ils étaient plutôt un pied dehors qu'un pied dedans. C'était dans les 28 le pays le moins intégré à l'Union européenne. Alors ensuite, effectivement, le grand danger, c'est plutôt les Pays-Bas. Si les Pays-Bas devaient se prononcer contre, pour la sortie, là, ça serait effectivement un choc bien plus conséquent que le Brexit. Parce qu'il y a l'euro. Parce qu'il y a l'euro. Et le vrai problème, c'est l'euro. Effectivement. Et là, on peut être plus ou moins d'accord peut-être sur
les manques de l'euro. Effectivement, aujourd'hui, l'euro est assez mal géré. Alors c'est pas la monnaie unique en tant que telle, mais c'est le fait que normalement, quand vous mettez une monnaie unique en économie, il va falloir qu'il y ait des transferts entre les États de ces pays qui ont cette même monnaie. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est l'un des éléments d'une zone monétaire optimale. Un budget, il faut qu'il y ait un gouvernement, il faut qu'il y ait effectivement de la démocratie. Tout ça, il en manque. Donc en fait, il y a deux solutions. Soit on explose tout et on recommence tout, mais ça, là pour le coup, on est dans une incertitude et du coup un impact économique qui va être sans doute à court terme et peut-être même à moyen terme extrêmement important. Soit on essaye de le construire de l'intérieur. Je pense que c'est là, et là c'est un enjeu massif aujourd'hui parce qu'on va vivre une séquence politique très importante à peu près partout, en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France. Ça va être ça l'enjeu. Et c'est pas uniquement le Brexit qui est l'enjeu, c'est qu'est-ce que l'on fait dans la zone euro, qu'est-ce que l'on fait en termes de politique économique, en termes de projet européen, en termes de démocratie. Et il est bien là. Et on verra que finalement le Brexit, ça a été peut-être l'étincelle, mais en tout cas c'est pas ça les conséquences massives. Bon, en tout cas, effectivement, la magnitude 9 de l'échelle de Richter, on l'a tous évoqué après cette décision du peuple britannique. La question de savoir si l'article 50 sera activé est une véritable question, mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que je l'ai posé en début d'émission, on a un peu l'impression qu'effectivement on a un mouvement populaire qui s'étend avec le peuple qui a décidé en sortie de crise de régler ses comptes avec ses élites, et ça nous amènera jusqu'à Trump aux États-Unis, parce que Trump aux États-Unis est aux portes de la Maison Blanche. Les élites ont échoué. Bon, on marque une pause. Les élites ont échoué. Voilà. Les élites ont échoué. Ouais, mais enfin bon, inimaginable. Bon, après on verra s'il faut souhaiter l'Armageddon à tous les niveaux pour remettre les compteurs à zéro, parce que quand même il y a un moment il y aura une facture à payer. Et là dans un premier temps, c'est clairement les ménages britanniques les plus modestes qui vont payer la facture de ce qui va se produire dans un premier temps. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On se retrouve dans les experts. Charles Gave est économiste, président de GAFCAL Research et président de l'Institut des Libertés. Éric Heyer, directeur à l'OFCE, et Laurent Vronsky, directeur général d'Ervor, vice-président de Croissance Plus. Jean-Sébastien sur Twitter me dit que reproche Éric Heyer à l'euro, c'est d'être une monnaie non manipulable par les politiques, alors que justement c'est la plus grande qualité de l'euro. Ah non, Non, c'est absolument pas ça. Non, c'est que mais globalement, effectivement, il y a une banque centrale qui est complètement indépendante et ça c'est bien, et donc il faut le faire. Peut-être qu'il faudrait pas qu'elle soit aussi indépendante que cela. C'est-à-dire que c'est bien aussi qu'elle rende compte devant le Parlement, devant des personnes qui sont élues démocratiquement de sa politique économique. Donc ça, on pourrait mettre ce petit bémol-là. Mais non, mais c'est lorsque vous faites une zone monétaire optimale, c'est-à-dire lorsque vous avez, aujourd'hui, on se rend compte que la zone euro n'est pas une zone elle monétaire n'existera pas. Il n'y a pas la volonté politique d'aller vers une zone monétaire optimale. Ça signifierait effectivement une zone de convergence et une zone de transfert. C'est Robert Mundell qui l'a défini comme ça dans les années 60. Il manque surtout les deux. Ouais, alors il manque surtout les transferts, c'est-à-dire que la convergence, il y a eu dans un premier temps, mais effectivement quand vous avez une monnaie unique, vous voyez, entre aujourd'hui, j'en sais rien moi, l'Espagne et l'Allemagne, il y a des déficits commerciaux, il y a des excédents d'un côté, des déficits de l'autre, donc effectivement, avec une même monnaie, vous pouvez pas dévaluer comme à l'époque, et donc du coup, soit vous allez vers des transferts, soit vous allez vers une politique de désinflation salariale qui va nous amener vers la déflation. Donc vous voyez que il est là l'enjeu aujourd'hui, c'est il va bien falloir qu'on remette un peu de coopération au sein de la zone euro. Si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que soit effectivement on joue sur la monnaie, soit on joue sur les salaires. C'est toujours pareil. On n'a plus la monnaie. Et aujourd'hui, je veux dire cet auditeur, en fait, quand il dit que la monnaie n'est plus manipulable. Oui, mais donc du coup, il faut faire attention à la déflation en tout cas. Tant qu'on n'a pas. Le problème, c'est que c'est comme l'inflation trop élevée ou la déflation qui devient dépression. Il y a des moments où on ne maîtrise plus. On n'est pas en déflation-dépression. Réagissez, Charles Gave, mais j'aimerais quand même que vous me disiez du fond du cœur pourquoi vous pensez que c'est une bonne nouvelle que tout explose, parce que globalement, c'est ce que vous imaginez et c'est presque ce que vous avez l'air de souhaiter. Pour moi, c'est un peu ce qui est en train de se passer en Europe. C'est une atteinte totale à la démocratie. C'est-à-dire qu'on a transféré toute une série de pouvoirs à des gens non élus. Et que ces gens sont non élus. Le pouvoir monétaire, le pouvoir monétaire, le pouvoir sur les frontières, le pouvoir sur toute une série de... La justice britannique est maintenant soumise à la justice européenne, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à la justice européenne. Le Parlement britannique, les décisions qu'il prend, si c'est attaqué en cour de justice européenne et s'ils perdent, eh bien, la Cour de justice l'emporte sur le Parlement britannique. C'est-à-dire que les Britanniques ont perdu toute leur souveraineté. Et il est hors de question que le pays qui a inventé la démocratie se laisse gouverner par des gens qui n'ont été élus par personne et qui ne se rendent compte à personne. Donc, si vous voulez, c'est ça, le débat, c'était, est-ce que vous voulez être gouverné par des démocrates de chez vous que vous pouvez virer, ou est-ce que vous voulez être géré par des technocrates que vous pouvez pas virer? Et les Anglais ont dit, en bon anglais, et je l'avais annoncé, j'ai écrit toute une série de papiers en disant, le Brexit va avoir lieu, parce que les Anglais, ils choisiront pas toujours l'international,
le grand large, mais ils choisiront toujours la démocratie, puisque c'est eux qui l'ont inventée. Or, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais nous ne sommes plus en démocratie. Ça fait un petit moment... J'ai pas l'impression de vivre dans une dictature tout de même. Mais vous vivez dans une dictature mâle. Vous vivez dans une espèce d'Union soviétique mâle, vous n'avez plus de responsabilité. Donc on est en train d'essayer de recréer, par exemple, ça fait 40 ans qu'ils essayent de nous expliquer que les nations c'est très mal, et qu'il faut remplacer les nations européennes, qui sont le cœur où la liberté s'exerce, par une espèce de construction européenne dont finalement les peuples ne veulent pas. Et ce qui me tue avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est que on est en train de violer les peuples. Jamais on a demandé au peuple, est-ce que vous voulez que votre justice soit mise sous les ordres de Bruxelles? Jamais. C'est un discours aujourd'hui qui est un leitmotiv dans toutes les formations eurosceptiques européennes, de UKIP, Front National, même Front de gauche à la limite en France, pareil pour Alternative for Deutschland. Il est vrai ce discours. Donc ça correspond à une réalité. Donc pour vous, la bonne nouvelle, c'est qu'enfin on a appuyé sur le bouton. On a fait tomber le deuxième mur de Berlin. Bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe n'a plus aucune légitimité. Elle a la légalité, mais elle n'a plus la légitimité. Le vote anglais a enlevé toute légitimité à l'Europe. C'est fini. L'Europe aujourd'hui est un truc de fonctionnaires, fait par des fonctionnaires pour des fonctionnaires que le peuple déteste. Et maintenant, ils ont perdu la légitimité. C'est exactement comme quand Solzhenitsyn a publié l'archipel du Goulag. La Russie a gardé sa légalité pendant 10-15 ans, mais la légitimité était finie. Aujourd'hui, l'Europe n'est plus légitime. Voilà ce que j'essaye de dire. D'accord, l'Europe n'est plus légitime. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite avec une Grande-Bretagne isolée et affaiblie économiquement, peut-être un peu durablement quand même. Et puis effectivement, je n'ai jamais vu un pays affaibli par un accroissement de sa liberté. Ouais. Jamais. Ça n'existe pas dans l'histoire. La monnaie est au plus bas depuis 35 ans. Hein, qu'est-ce que ça peut foutre, la monnaie? C'est un prix comme un autre. C'est un prix comme un autre, d'accord, effectivement. Ça rend les entreprises, ça rend les entreprises anglaises plus compétitives, c'est tout ce que ça fait. Donc ça veut dire que selon vous, là, faut acheter la bourse anglaise. Le rejet d'Europe va s'imposer à peu près partout. Mais c'est automatique puisque vous êtes en train de violer les nations. D'accord. Bon, qu'est-ce que comment vos réactions, Éric Heyer, Laurent Wronski, à ce discours assez sombre? Pas du tout. On retourne vers la liberté. Ouais, il y a rien de plus. J'ai peur plus magnifique. J'ai peur que la transition soit un peu chaude à gérer. Mais je ne dis pas le contraire, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Les pays de l'Est, ils sont mieux aujourd'hui qu'ils étaient au moment de la Russie ou avant? Pour l'instant, si vous voulez, ils sont... par exemple, un pays comme la Pologne est un pays qui est profiteur net des crédits européens. Et qui est à 100%. Et qui a aujourd'hui un gouvernement à 100% qui est dans la ligne de ce que je viens de dire. Parce qu'ils savent ce que c'est que de perdre sa souveraineté, les Polonais. Hein. D'accord, très bien. Le jour où, si vous voulez, on va revenir au franc, on va vivre une transition un peu longue, un peu compliquée, à mon avis. Mais bon, réaction, Laurent Wronski, à ce qui vient d'être dit. Parce que c'est vrai qu'en tout cas, il y a une date qui vient d'être sonnée le 23 juin 2016. C'est absolument indubitable. Comment l'histoire va s'écrire sous les 2-3 ans qui viennent, personne n'est capable de l'écrire véritablement, mais le scénario décrit par Charles Gave existe et ce sentiment est présent dans la tête de pas mal de gens. C'est un marqueur, c'est indéniable. Simplement, moi, je ne lis pas la même chose dans les événements. Je ne pense pas que c'est la liberté retrouvée. D'abord, je pense qu'on a eu une réaction à chaud sur un sujet extrêmement complexe et que, en clair, aujourd'hui, il suffisait de voir, grosso modo, les ficelles de la campagne, comme les conséquences économiques étaient tellement complexes et que peu de gens arrivent à les maîtriser. On a ressorti les bons vieux totems où, en clair, on a fait peur aux gens. Donc, on a vraiment... Ça a été l'immigration qui a tenu. On a capitalisé sur la phobie des peuples. Donc, je ne lis pas la même chose que vous sur le retour à la démocratie. Par contre, ce que je pense, la question qu'on peut se poser, le vrai déni de démocratie, c'est que sur un sujet aussi compliqué et si lourd de conséquences, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu un mécanisme démocratique un petit peu plus sophistiqué que de dire simplement à 1% près ça passe et qu'on n'ait pas eu quelque part une espèce de validation du Parlement britannique et un système politique qui permette vraiment d'avoir des contre-sécurités. On a fait une consultation et hop, ça y est, ça va changer l'avenir de la Grande-Bretagne de manière assez grave. Politique, Laurent Wronski, pour l'article 50. Il faut notamment un vote du Parlement. Les communes sont pro-européens et donc a priori ça risque d'être compliqué politiquement. C'est pas fait, l'histoire n'est pas écrite là. J'entends bien, c'est pour ça que je fais partie de ceux qui sont optimistes. Mais je ne pense pas vraiment, mon âme et conscience, je ne pense pas que le peuple britannique a voté parce qu'en clair il veut revenir à l'origine de la démocratie. Je pense qu'il a exprimé à l'instant T vraiment des phobies qu'on a réussi à bien alimenter, des promesses non tenues et on assiste. Terminé, Laurent. On assiste dans le monde occidental, que
que ça soit de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre côté, au même poussé. Je veux dire que Monsieur Trump, que j'ai connu dans les années 80 quand j'habitais aux États-Unis, je veux dire, il exploite exactement les mêmes phobies et le discours est absolument identique. C'est à peu près la même chose. C'est la même chose. Pas une histoire d'euros et nous, en France, nous en France, on a la même chose. Hein. Bon, mais la question que les élites devraient se poser, c'est pourquoi on a ce discours partout. Pourquoi? Parce que les élites ont échoué de façon inimaginable. Le niveau de vie du peuple a baissé, comme j'ai jamais vu dans l'histoire. Aujourd'hui, si vous voulez, aux États-Unis, le niveau de vie de tous les peuples n'a pas baissé. Mais le revenu médian. On a on avait la moitié de la planète qui n'avait pas 1,50 $ pour vivre il y a 35 ans. Aujourd'hui, on est tombé à 17% de la planète qui n'a pas 1,50 $ pour vivre. Il y a eu une énorme amélioration. Élévation dans nos pays. Dans nos pays, le revenu médian aux États-Unis, en termes réels, est plus bas qu'en 78. D'accord. Et donc, si vous voulez, vous avez une baisse du revenu médian. En tout cas, on peut faire une bataille de chiffres. La réalité, c'est qu'il y a des pressions populaires et effectivement, alors je ne sais pas si c'est pour une quête de démocratie perdue. En tout cas, la pression existe. Allez-y sur ce qui vient d'être dit par rapport. Non, mais il y a plusieurs points. Moi, je partage assez l'idée que tout de même il y a un manque de démocratie dans la construction européenne. Ça, c'est évident, et donc il va falloir l'améliorer effectivement. Et sinon, alors ensuite, je pense que une des erreurs de l'élite, c'est de pas avoir, ou même des intellectuels au sens large, c'est de pas avoir mis tout de même, expliquer pourquoi l'Europe était quand même une bonne chose. Enfin, quels ont été les bienfaits. On ne parle que des méfaits de l'Europe et pas des bienfaits de l'Europe. Il y en a tout de même. Après, il va falloir faire le solde. Peut-être que le solde est négatif, comme vous le pensez. Moi, je pense que le solde, il est plutôt positif, parce qu'il n'y a pas que des questions économiques là-dedans. Enfin, il faut se souvenir que le projet européen est quand même un très beau projet, pas qu'économique, aussi pour l'ensemble des citoyens. Que l'on ait un peu dévoyé ce projet-là et qu'il faille lui donner un projet 2.0. Oui, ça c'est indispensable. Et que l'on associe les peuples à ce nouveau projet. Oui, si on n'a qu'une réponse technocratique, ça ne passera pas effectivement. Donc, mais attention, moi je pense pas aujourd'hui que le Royaume-Uni se portera mieux, parce que, vous voyez, c'est vraiment être l'autruche et de mettre sa tête dans le sable en pensant que il y aura pas des problèmes migratoires et se dire, ce problème-là c'est plus honnête. Non, il y aura des problèmes migratoires un peu partout dans le monde. Soit on l'organise, soit on dit c'est la jungle. Et il me semble que l'Europe est une façon de l'organiser. Alors il faut bien l'organiser, mais vous voyez que c'est une façon de répondre à des problèmes de demain. Alors ensuite, sur le niveau médian, sur le niveau, oui, je suis d'accord. La question est importante, Eric. Est-ce que c'est parce qu'on a perdu la croissance, qu'on a une panne de croissance, qu'on a une remontée comme ça populaire un petit peu exacerbée, un petit peu passionnelle? Alors, pas que la croissance, c'est qu'il y a une augmentation des inégalités. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous regardez le PIB par tête, il a augmenté à peu près partout, si vous regardez ça sur des tendances un peu longues. En revanche, le revenu médian, lui, oui, effectivement, a baissé. C'est-à-dire que le gros problème de ce capitalisme, c'est ce que disent ces trois économistes du FMI, c'est que globalement, je vais vous donner le détail, mais globalement, c'est ça le problème, c'est que c'est pas qu'une question de croissance économique, c'est de redistribution de cette croissance économique. Et on sait que c'est ça qui rend soutenable la croissance économique. C'est-à-dire que si vous allez trop loin dans les inégalités, au bout d'un moment, si vous voulez que le système perdure, soit il faut endetter les ménages de plus en plus modestes, et on débouche sur la crise des subprimes et du coup sur des crises à répétition. Soit vous demandez aux banques centrales d'injecter massivement, mais ça c'est que des questions transitoires et temporaires. Donc il va bien falloir repenser la globalité de notre système, mais y compris aux États-Unis, en Europe, et d'essayer d'avoir des vraies luttes contre l'inégalité et des vraies luttes sur la transition écologique, qui est quand même des enjeux qui sont extrêmement importants et qui seront bien plus pris avec beaucoup plus de considération si on est unis plutôt que si on fait uniquement des discours nationaux. Trois économistes du FMI qui ont récemment dit que le libéralisme creusait les inégalités. On ne dit pas que ça appauvrit les gens. Non, ça creuse les inégalités. C'est très important. Mais oui, c'est important. Mais ils disent on a sous-estimé les défauts du libéralisme, et on a peut-être surestimé ses bienfaits. Bref, c'est assez à charge venant du FMI. On est là, on n'est pas. Qui sont toujours trompés. Alors, vous vouliez réagir, Charles Gave, allez-y. Oui, qui se sont trompés sur pas mal de trucs. Bon, mais après, j'aimerais qu'on évoque. Je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu en arrière, parce qu'ici, on est en train de parler comme si on découvrait des choses. Non. Il y a 5 ans, on découvre pas. Il y a 5 ans, j'ai publié un papier qui est disponible pour tous ceux qui le veulent, qui s'appelait le coût élevé des taux négatifs, des taux bas. Ce que j'essaye de dire, c'est que si vous maintenez des taux d'intérêt bas, ça fait monter les actifs existants. Les gens empruntent pour acheter les actifs existants, ceux qui le peuvent, c'est-à-dire les riches. Donc le prix des actifs existants qui sont détenus par les riches monte, mais comme il n'y a pas un infini d'argent, les gens cessent de faire de nouveaux investissements. Donc j'ai dit, les taux d'intérêt bas, ça va amener à une hausse des actifs, ça va enrichir les riches, mais comme il n'y a pas de nouveaux investissements qui vont avoir lieu, ça va faire baisser la productivité, ça va appauvrir les pauvres,
Et donc on rentre dans un monde, à cause de cette politique monétaire imbécile qu'on a depuis bientôt 10 ans, où les riches vont devenir de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et la croissance économique va se planter. Donc, la croissance économique se plante parce qu'on a des gars complètement incompétents à la tête des banques centrales. Il faut pas se tromper. C'est parce que ça fait 12 ans qu'on a des taux d'intérêt qui sont pas des taux d'intérêt d'équilibre et qui facilitent la spéculation et qui tuent l'investissement. On est d'accord qu'on a retiré le prix au temps et le prix au risque. Mais la solution pour en sortir, mais Charles Gave, la solution pour en sortir ne crève pas les yeux. Tout le monde sait qu'à partir du jour où vous prenez une décision de politique monétaire dans une banque centrale influente qui s'appelle la Fed, et si vous les remontez, compte tenu des niveaux d'endettement public et privé que nous avons aujourd'hui, qui sont les plus élevés qu'on ait connus en temps de paix, ça pète. Ben, ça veut dire qu'il faut simplement... Alors, les Anglais sortent, ça pète, ça pète. Oui, je veux bien qu'effectivement on fasse... Si vous avez on appuie sur le bouton rouge. Si vous avez des faux prix partout, ça pètera un jour ou Oui, mais l'autre. effectivement, je vous dis pas que c'est ça. Je vous dis pas que c'est ça. Ça pètera. C'est pas ça non plus. Plus vous attendez, plus ça pètera C'est fort. pour ça que je me pose la question du comment fait-on. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à me la poser, tout le monde se la pose et personne ne sait véritablement comment faire. Pas plus les Britanniques à Londres que les Européens, que le G7, que le FMI, que l'OCDE. Et que Madame Yellen d'ailleurs. Parce que vous prenez ces communiqués, vous me les mettez bout à bout sur plusieurs mois. C'est n'importe quoi. C'est un peu montagne russe. Bon, allez-y, Laurent. Oui, je voudrais juste faire une petite remarque, parce que évidemment, on ne va pas faire le procès de l'Europe, mais il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression que on prend pour fait acquis que depuis 70 ans, il n'y a pas de guerre en Europe. Moi, je suis né dans les années 60, je suis la première génération sans guerre. Mon grand-père a fait la guerre 2 fois, mon père a fait la guerre. Donc aujourd'hui, on considère que c'est normal, mais ça, c'est quand même l'un des grands bienfaits de l'Europe. Parce qu'il y avait 500 000 GI en Allemagne. Aujourd'hui, c'est ça qui a empêché la Aujourd'hui est une triste journée, puisque je rappelle qu'on malheureusement on commémore la bataille de la Somme, mais on l'a oublié. Mais aujourd'hui, on trouve que c'est normal de pouvoir traverser la frontière avec l'Allemagne, de commercer avec nos voisins européens. On a la même monnaie, mais si on avait expliqué ça à mon grand-père, il aurait pensé que j'aurais vu. Donc ça, c'est quand même un avantage extraordinaire. Rien ne se fait en un jour. Je veux dire que la France, la France n'est comme, si ma mémoire est bonne, la France n'est pas passée d'un système monarchique à un système démocratique, la fleur au fusil. Il y a eu la terreur, il y a eu des tas de soubresauts. Donc je pense qu'on est dans une phase de construction européenne, c'est ce que vous disiez. Ça va pas se faire en un jour. On ne peut pas mettre des gens qui boivent du thé, qui boivent du Bordeaux et qui boivent de la bière à la même table et que tout le monde soit d'accord et ait la même vision de la gouvernance. Moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que globalement, il y aura des chaos, mais qu'on va dans la bonne direction. En tout cas, nous sommes en paix et ça, c'est un actif extraordinaire. Ouais, mais c'est vrai que quand même, on n'a pas que des cadres à Bruxelles et c'est pas super démocratique. Il n'y a pas qu'à Bruxelles. Il n'y a pas qu'à Bruxelles. Non, mais pas bon. je voudrais juste dire 2 choses rapidement. Ce qui a fait la paix en Europe, c'est NATO. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est le fait qu'il y avait eu 500 000 troupes américaines qui étaient face aux Russes, et c'est ça qui a fait la paix en Europe. L'Europe n'a rien à voir. C'est pas les avocats à Bruxelles qui nous ont empêché les Russes de rentrer. Bon, quand même. La deuxième chose, c'est que personne n'est plus européen que moi. Vous avez 2 Europes. Vous avez l'Europe de la subsidiarité, qui est celle que voulait faire De Gasperi, Robert Schuman, Adenauer, et c'est eux qui ont créé l'Europe. Et c'était une Europe où chacun faisait ses affaires dans son coin et on se débrouillait. Et puis vous avez l'Europe de Jean Monnet, qui était de tuer les nations européennes pour essayer de créer un État centralisé européen. Et il y a eu un coup d'État qui s'est passé quand l'Allemagne s'est réunifiée, sous la présidence de Mitterrand, pour forcer la création de cet État européen dont personne ne voulait. Donc moi, tout ce que je veux, c'est qu'on retourne à l'Europe de la subsidiarité, chacun s'occupe de ce qu'il fait, et puis on appelle les affaires. Donc personne n'est plus européen que moi. Je dis que les gens comme Jean Monnet et Trichet, qui sont dignes successeurs, ont tué l'Europe. C'est ce que j'ai écrit dans mon premier livre. L'euro va tuer l'Europe. Alors vous n'êtes pas le premier à le penser. Effectivement, il y a l'Europe mercantile qui est une boutique vision relativement thatchérienne et allemande. L'Europe de 1250, l'Europe chrétienne de 1250 était une merveille de civilisation. C'était pas une Europe mercantile. Hein. C'est celle qui a fait la Sainte-Chapelle. Mais je pense, Charles Gave, que la logique des coups de pied dans la fourmilière pour passer à autre chose, si on gère ça comme ça va très mal se passer. Voilà. Il y a des moments où il faut, à partir du moment où vous rentrez dans une dictature, il faut. Vous pouvez pas appeler. Comment ça? À partir du moment où votre système de justice décide et est superposé par un autre système de justice qui n'est contrôlé par personne, ça s'appelle une dictature. Si vous n'avez plus le contrôle de votre justice, vous êtes dans une dictature. Et l'Europe a pris ça sur elle. Il y a un auditeur qui s'appelle, il se fait appeler Vivre à Montrouge. Il dit: je suis d'accord avec Charles Gave, soit l'euro devient fédéral et démocratique, soit la zone euro explose. C'est pas votre avis? Vous n'êtes pas fédéraliste. Non, mais pour que l'euro survive, il faudrait que les Allemands transfèrent 8% de leur PIB année après année. Voilà. Oui. Donc, si vous voulez, ils ont explosé. Quand on leur a demandé les réparations après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne paiera, c'était 2% du PIB, ils ont refusé. Vous croyez qu'ils vont accepter 8 pour que les Français aient 2 fois plus de fonctionnaires que les Allemands?
Non, mais allez-y. mais vous avez les auditeurs sont ravis de vous entendre. Il y en a un qui dit c'est bien, Nicolas Dose a du mal à dérouler son sermon aujourd'hui. Remarque là. Non, mais il est évident qu'aujourd'hui il y a des déséquilibres au sein de la zone euro qui mettent en danger la viabilité de la zone euro. Effectivement, on ne peut pas avoir. Brexit il y a un an, on avait des discours qui étaient assez proches. On peut pas avoir. Mais ça existait aussi en 2008 avant la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a les Pays-Bas, l'Allemagne avec à peu près des excédents commerciaux aux alentours de 8 points de PIB et des déficits de l'autre sens. Ça ne peut pas fonctionner à long terme. Donc il va bien falloir à un moment donné qu'il y ait un rééquilibrage. Ce rééquilibrage, ça veut dire que globalement, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'inflation en Allemagne et aux Pays-Bas que en Espagne et en France. Donc et ben voilà. Donc du coup, alors soit vous dites effectivement personne n'y croit et donc effectivement la zone euro va exploser au bout d'un moment. Soit on peut se dire ben voilà, mais ça il faut mettre aussi tous les acteurs devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que si les Allemands n'en veulent plus, c'est-à-dire que s'ils se disent pour des raisons démographiques aujourd'hui, compte tenu du vieillissement de ma population et compte tenu du déclin de ma population, parce qu'il y a de moins en moins d'Allemands, j'ai besoin d'avoir une épargne extraordinaire pour pouvoir financer tout cela, eh ben ok, donc ça veut dire qu'on parle plus d'Europe et il faut effectivement changer. Soit on se dit oui mais attention, alors donc ça veut dire on explose l'Europe, comment on le fait, est-ce qu'il faut revenir? Mais c'est ça les vraies questions qu'il faut se poser, c'est qu'effectivement aujourd'hui la zone euro telle qu'elle est conçue aujourd'hui et telle qu'elle fonctionne, ne peut déboucher que sur une catastrophe à venir. Donc effectivement, il faut un changement de gouvernance. Il faut trouver comment tuer l'euro et sauver l'Europe. C'est ça la vraie question. Il faut savoir comment tuer l'euro. C'est pareil, fallait sauver les banques, mais pas les banquiers, n'est-ce pas, Charles Gave? Oui, mais les banquiers, on les aurait mis en prison, ça aurait beaucoup restreignerait la population. Ça aurait été très très bien. Alors justement, comment on a 3 minutes 10, donc on va pas refaire le monde, mais il se trouve que le désarroi face à la panne de croissance, le désarroi face à l'insuffisance de croissance potentielle est complètement cousin et jumelé avec le désarroi démocratique auquel on assiste. Et effectivement, Dieu sait si les rendez-vous électoraux sont nombreux. Des voix s'élèvent, Charles Gave, en nous disant qu'on a des taux d'endettement pour les États qui sont anormalement et historiquement bas, mais anormalement bas, voire en territoire négatif pour des maturités à 7, 8, 9 ans, notamment en Allemagne. Donc endettons-nous aujourd'hui, profitons-en pour financer une relance avec de la dépense publique, parce qu'aujourd'hui nous sommes en panne d'idées pour faire autrement et pour essayer justement de gérer cette transition sans forcément appuyer sur les boutons rouges partout où ça peut devenir nucléaire. Je vais essayer de répondre de façon la plus simple possible. Il y a deux sortes d'économistes, ceux qui croient que la croissance vient d'une augmentation de la dépense publique. Je les renvoie à l'URSS pour voir le succès. Et la deuxième, c'est ceux qui pensent que la croissance vient des entrepreneurs. Il y a un type qui s'appelle l'entrepreneur qui prend les risques, qui est une espèce qui a l'étincelle divine de la création. Et la réalité, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs sont massacrés partout. Aujourd'hui, il y a 800 000 pages de régulation. Ils ne sont pas massacrés par les impôts, ils sont massacrés par les régulations. Et c'est aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire du monde, le nombre d'entreprises créées aux États-Unis, année après année, par des jeunes, baisse. C'est-à-dire qu'il y a une contraction. Il n'y a plus de création d'entreprises. Chez nous, ça monte. Enfin bon. Oui, parce qu'on n'a pas fait tout un système. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que si on ne peut pas toucher à la monnaie, si on ne peut pas toucher au budget pour des raisons X, Y ou Z, il faut libérer les entrepreneurs. Mais comme des fous. Ça veut dire moins de normes, moins de règles, moins d'impôts. Non, mais qu'on leur foute la paix. Oui, non mais attendez, non mais que ça suffirait. Ça répond pas complètement. Je vais faire un passage en force. Eric Ayer, passage en force sur 1 minute 25. Mais oui, mais non, mais parce que ça répond pas à votre question. Non, mais globalement, effectivement, aujourd'hui, on est dans une période anormale de taux d'intérêt extrêmement faible. C'est la fuite vers la qualité que Keynes avait bien décrite, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a une incertitude, les investisseurs vont vers des actifs sans risque. Eh bien, ces actifs sans risque, c'est de la dette publique. De deux choses l'une. C'est là où ils se trompent. Mais c'est le final. Mais si, alors, donc du coup, avec des taux d'intérêt fixes pendant 10 ans à 0,11, alors qu'on sait que l'inflation va tout de même remonter, c'est-à-dire que les taux d'intérêt réels vont être négatifs. Qu'est-ce qu'on fait de cette situation complètement extraordinaire? Soit on se dit quand même, il y a des projets dans l'avenir sur la transition écologique, sur l'investissement dans l'éducation, dans la recherche et développement. Et ça, on sait que ça va être massif. Même sur la migration, il va bien falloir que l'on prenne en considération tous ces éléments de l'avenir. Profitons-en. Endettons-nous aujourd'hui l'État pour investir là-dedans. Donc il ne faut pas que ce soit de la dépense publique, parce que c'était une vision quand même un peu caricaturale qui vient d'être dit sur la dépense publique. Il y a la dépense publique de fonctionnement et la dépense publique d'investissement. Celui qui est en train de dire que l'investissement public n'a pas de rendement positif, ça n'existe pas. Enfin, on voit bien que les multiplicateurs même souvent montent au-dessus de 2. Donc ça, on le sait. Donc si l'endettement d'aujourd'hui sert à faire de l'investissement demain, bien sûr que ça sera rentable. Et il faut le faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a des taux d'intérêt extrêmement faibles et que tout le monde est d'accord pour dire que
On est aujourd'hui dans un monde en insuffisance de la demande. Donc c'est ça qui est un projet qui peut faire à la fois un élément de court terme et de Vous long dites terme. que tout le monde est d'accord, je suis pas d'accord du tout. Bon alors ok, alors le FMI, l'OCDE, la Commission Ils européenne. sont toujours trompés surtout. Ah mais bien Le sûr, FMI, bon il y a que vous qui avez raison. Ben, je le sais Ah pas, oui. c'est pour ça que je Ah suis payé si, très cher. ouais, sans Ah, doute. c'est pour ça, Sans c'est doute. pour ça Non, que mais je sans réussis doute. dans ce métier, c'est parce que je suis pas Ah, comme tout ben, le monde. bravo. Oui, c'est tout à fait vrai. Et Laurent Wronski, on a fini, mot de la fin. Bon, bah, écoutez, moi, ça va être très court parce que j'ai 5 secondes. Même pas. Il ne faut jamais oublier que l'argent public, c'est de l'argent qu'on a prélevé via la fiscalité, via les impôts. Donc la question essentielle, c'est est-ce que c'est plus productif de laisser les entreprises faire travailler cet argent ou l'État? C'est la question essentielle. Mais si c'est un projet qui sert aux générations futures, il est bien normal que les générations Bien futures sûr. participent. Et la deuxième au fait. question, c'est peut-on se le permettre? La France, après... Mais on y a, à cause de largement cela, surendetté. ça fait 10 ans qu'on nous dit que les taux d'intérêt ne pourraient qu'augmenter et ne font que baisser. Il faut quand même prendre en considération l'erreur que vous faites à un moment en disant on a que fini, c'est un fait. Non mais 10 ans que je dis que les taux d'intérêt vont baisser. Et alors, il faut pas s'endetter quand les taux d'intérêt baissent. on a fini. Eh ben, c'est un drôle de raisonnement économique. Si les prix baissent plus vite, vous tombez dans la trappe de Fischer. On n'a pas terminé. Oui, mais on n'est pas dans ce cas-là. On a souvent. Mais non, mais bien sûr que non. Les rendements d'investissement sont les facteurs 2. On a souvent ouvert ce débat, vous inquiétez pas, on n'a pas fini avec ces questions-là. Ouais, c'est un teaser pour la prochaine émission. Charles Gave, Éric Heyer, Laurent Wronski à suivre Intégral Placement dans 5 minutes.